vient au marché action américain avec Julie Jourdan à nos côtés en plateau, gérante action américaine chez Mansartis. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue. Parlons des entreprises. Oui. Ça va être le sujet des prochaines semaines avec la campagne de résultats qui s'annonce. On a déjà eu, je le disais en introduction, quelques messages de groupes intéressants, des world leaders, que ce soit FedEx, Nike, Micron également dans les technologies de semi-conducteurs, un acteur de la peinture également que je ne connaissais pas, mais vous nous en avez parlé juste avant l'émission, Julie. Les messages sont pas faciles. Même pour des boîtes qui opèrent dans un environnement de demande incroyable, comme FedEx ou Nike par exemple aujourd'hui. C'est vrai. Alors en fait, je crois qu'il faut vraiment distinguer deux choses. Il y a les sociétés effectivement qui travaillent à l'international et qui sont dépendantes de chaînes d'approvisionnement à l'international en particulier. C'est le cas de Nike, c'est le cas de FedEx, où on voit vraiment que ces sociétés sont confrontées à, on va dire, un triple problème. C'est-à-dire le premier problème, c'est d'avoir la production qui soit faite en temps et en heure. Typiquement, Nike s'est retrouvé confronté finalement aux conséquences de cette vague du variant Delta, avec la fermeture d'un certain nombre d'usines au Vietnam. Et le Vietnam, c'est 50% de leur production de chaussures, un tiers de leur production de textiles. Donc c'est vrai que, c'est ce qu'ils disent, on a eu 10 semaines de production, tout simplement, qui nous sont passé sous le nez, on va dire. Donc c'est vrai que Nike se retrouve confronté à ce type de problème. On le savait, on savait qu'ils allaient être confrontés partiellement à ça, mais c'est vrai que c'est dans une ampleur qui est assez surprenante. C'est ce que nous disent aussi beaucoup de fabricants de semi-conducteurs ou des constructeurs automobiles qui connaissent les mêmes problèmes en Malaisie, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui vient toucher tout un certain nombre d'industries diverses et variées qui ont une partie de leur production qui est localisée à l'international. Le deuxième problème, c'est l'acheminement. Donc l'acheminement, c'est devenu un problème noir. Donc on le voit, typiquement Nike nous dit très clairement, là où ils mettaient 40 jours pour transporter leurs produits d'Asie aux États-Unis, c'est 80 jours maintenant. Donc ça veut dire que ça devient un problème crucial pour la saison de fin d'année, pour toute la distribution. Et c'est d'autant plus un problème que ça se fait dans des niveaux de coûts qui sont juste cataclysmiques. C'est-à-dire qu'on a des containers qui sont à 20 fois le prix historique. Donc c'est vrai que ça devient un sujet. Là, moi, j'écoutais une société, un équipementier automobile qui disait, maintenant, on passe tout par fret aérien. On n'a pas le choix. Sinon, en plus de ça, on est bloqué dans le process de transformation. Oui, bien sûr. Oui. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'on a une problématique de production, une problématique de logistique, et après, une problématique aux États-Unis. Ce qui est inquiétant, entre guillemets, c'est que ces problèmes-là, comme vous le dites, Julie, on les a sous les yeux depuis un moment. Oui. Mais ils semblent continuer de s'aggraver. C'est-à-dire que c'est difficile de se dire qu'on est peut-être au point de tension paroxystique sur la question de la production, sur la question du shipping. C'est très compliqué de savoir si le pire est derrière nous ou pas. Alors aujourd'hui, c'est très difficile de savoir si le pire est derrière nous. On va dire que sur la partie, en fait, ce qu'on voit en fait en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam, on voit bien que les campagnes de vaccination, elles s'accélèrent. Oui. Donc on va en sortir à un moment donné. Il y a un momentum vaccinal qui se met en place. Exactement. Donc là-dessus, on va en sortir progressivement. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut quand même avoir l'espoir qu'on approche du bout. En revanche, sur la partie logistique, on voit bien et on voit très bien ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est vrai que on voit les goulets d'étranglement dans les ports américains. On a vraiment des grosses difficultés à résorber ces nœuds qui sont effectivement on fait face à des pénuries de main-d'œuvre dans les ports également qui ne permettraient pas de résoudre la situation si on avait effectivement cette production qui repartait et si on avait le transport qui pouvait accélérer. Donc, quand un sujet se débloque, un autre se bloque à nouveau. Ouais. Donc c'est assez compliqué. Mais je pense qu'il faut aussi bien distinguer parce que ça c'est très important. On le voit, ça touche certains secteurs, des secteurs assez ciblés. Ça va être l'automobile, ça va être effectivement la distribution, ça va être un certain nombre de valeurs industrielles. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a
toute une série d'autres sociétés pour qui les choses vont très bien. Et là, on l'a vu quand on a entendu, par exemple, un acteur comme Salesforce qui a donné quand même des indications sur son activité la semaine dernière qui étaient extrêmement solides. Donc, il faut bien distinguer effectivement différentes situations qui sont assez divergentes à l'approche de cette nouvelle vague de résultats. L'autre élément qui est intéressant, c'est de se dire, finalement, est-ce que le marché n'est pas en train de pricer ça? Et c'est ce qu'on se disait avec Nike, c'est ce qu'on se disait également avec FedEx, où on anticipait que les problèmes en fait de recrutement, que les problèmes de coûts de fret, de matières premières, soient déjà en fait dans les cours. Et finalement, quand on voit la réaction du marché aux résultats de Nike ou de FedEx, on se dit pas totalement. Peut-être pas. Peut-être pas. Et quand on voit un acteur dont vous parliez tout à l'heure, donc ce leader de la peinture, Sherwin-Williams, exactement, qui nous dit aujourd'hui, on doit faire un warning sur le trimestre et sur l'année parce que on a des coûts qui continuent de monter et on a un accès à certaines matières qui est plus compliqué. C'est le deuxième en un mois. Donc on voit que les sociétés elles-mêmes... Deuxième warning en un mois ? Oui. Ah oui. Donc on voit que ces sociétés, elles ont assez peu de visibilité. Et c'est ce que nous disait la semaine dernière un équipementier auto. Il disait aujourd'hui, notre visibilité sur la production, elle est de 1 à 3 semaines. Habituellement, elle est de 3 mois. Donc c'est pour donner un ordre d'idée du manque de visibilité d'un certain nombre d'entreprises. Mais encore une fois, ça ne concerne pas l'intégralité du marché. Voilà. Oui, parce que je me disais quand même, c'est un sacré dilemme pour l'investisseur. Si je cherche du pricing power dans un environnement inflationniste, je vais tomber sur des sociétés, alors qui en ont, mais qui ont des telles problématiques type Nike que ça n'empêche pas quand même que les marges soient sous pression à court terme. Si je veux jouer la remontée des taux, on verra jusqu'où l'histoire des taux nous amène. Je vais regarder des boîtes value, mais là, il n'y a pas de pricing power. Ça devient compliqué quand même. Et on trouve quand même, vous dites, des espaces, des secteurs sur lesquels on est à l'aise avec des entreprises qui sont capables de gérer cet environnement ? Alors, je pense que des acteurs comme Nike... ils ont la capacité, en fait, effectivement, ils font un warning, mais ils ont la capacité de, je dirais, maintenir ou de travailler sur leur marge en passant par, typiquement, leur réseau de distribution, en privilégiant leur réseau de distribution interne. Vous n'êtes pas inquiète pour Nike ? À moyen terme, ils nous ont donné des éléments qui laissent à penser que globalement, effectivement, ils vont avoir des trimestres qui vont être plus difficiles parce qu'ils ne vont pas pouvoir répondre totalement pas délivrer l'offre qu'ils auraient souhaité délivrer. Satisfaire toute la demande. Mais globalement, ils ne sont pas dans une situation de risque majeur. À côté de ça, on va trouver effectivement un certain nombre de sociétés dont les perspectives sont moins affectées que d'autres par rapport à cette situation générale. Dans les secteurs de croissance, on le voit bien, les secteurs qui portent en fait toute la digitalisation de l'économie ne sont pas en risque, car elles ont d'autres problèmes. C'est-à-dire que ce sont des secteurs qui sont chers et qui, à court terme, souffrent de la normalisation en fait, des taux sur le marché. Donc évidemment, à court terme, ce sont des sociétés qui sont pénalisées du fait de leur valorisation qui sont élevées. Mais quand on regarde leurs perspectives dans la durée, là aussi, on s'aperçoit que la demande ne faiblit pas, qu'elles n'ont pas de problème de pricing power en général, puisqu'en souvent, finalement, la concurrence est relativement limitée, qu'elles ont des marchés potentiels qui ne cessent de croître et qu'elles n'ont en général pas de problème ni de matières premières, ni de main-d'œuvre. Donc, globalement, on voit bien que sur les secteurs de croissance, on a des perspectives qui ne sont pas en train, d'un point de vue fondamental, de se détériorer. À côté, on est forcément, on doit être vigilant parce qu'effectivement, la partie taux fait que les valorisations créent du risque en fait sur ces valeurs-là. Bon. Situation de marché un peu plus complexe quand même en cette rentrée. Merci à vous deux de nous avoir apporté votre éclairage sur les taux et sur les actions américaines. Julie Jourdan sur les actions américaines qui est avec nous en plateau, gérante Actions US chez Mansartis. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.